Alors, keynote, donc, ce sont des intervenants qui vont développer sur une thématique spécifique. Donc, ce n'est pas un panel, donc ils ont chacun une thématique qui va encore nous enrichir et nous dire encore plus. Alors, dans le cadre de ces keynotes, je serai la modératrice des différents keynotes. Parmi les keynotes, nous avons les FPI, donc, qui est représenté par Madame honorable sénatrice, qui est la présidente du conseil d'administration. Elle va nous parler du FPI, qui est le moteur du développement industriel en RDC. Après l'intervention des honorables Vicky Katouma, nous aurons l'intervention de M. Joseph Butor, qui est le secrétaire général de l'autorité de régulation des assurances. Il va nous parler des défis du secteur des assurances au Burundi, parce qu'il lui représente le Burundi, et comment les compagnies d'assurance s'adaptent aux différents défis et aux attentes par rapport aux clients. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Equity BCDC par son DGA commercial, M. Hugues, qui va nous parler de Equity, qui est catalyseur du secteur ou du segment PME en RDC. En même temps sponsor de l'activité. Nous avons aussi Robank, qui va aussi nous parler du secteur PME. Nous avons ensuite Younous. Younous va nous parler du premier hub boursier digital vers Afrique-Europe. Normalement, c'est son PDG qui devait être là, mais il sera représenté par la DGA, Madame Anne-Claire, qui est Claire Tanga, qui est ici présente. Et avec, voilà, ces keynotes vont nous inspirer, donc ce n'est pas un panel, donc j'aurai une question pour chaque keynote, et je vais commencer par les FPI, avec l'honorable Vicky Katouma, qui va nous parler de l'industrialisation en RDC, mais avant son intervention, elle a une petite vidéo qui va illustrer le secteur de l'industrialisation des en RDC. Je peux demander à la technique. Au cœur du développement économique de la République démocratique du Congo, un acteur majeur transforme l'avenir industriel du pays, le Fonds de promotion de l'industrie. Créé en 1989, le FPI est un établissement public qui finance la production locale, soutient les matières premières industrielles, promeut l'agriculture et met en état les infrastructures d'utilité publique. Par la taxe de promotion de l'industrie, nous mobilisons des ressources pour bâtir une économie congolaise plus forte. Chaque financement du FPI est un levier de transformation. Des Kristovich à Vanga, à Coco Cable à Lubumbashi, des Ringboy et Kimous jusqu'à Star Label, ce sont des dizaines d'entreprises qui produisent localement, créent des emplois et remplacent les importations. Le FPI accompagne les jeunes, les femmes, les régions isolées. Il finance l'innovation, la transformation, l'emploi durable. Nous croyons à une industrie congolaise équitable et prospère. Le FPI finance l'avenir industriel de la RDC. Rejoignez-nous. Ensemble, bâtissons la souveraineté économique du Congo. Voilà. Vous avez, avant l'intervention de l'honorable Vicky, vous voyez que le FPI finance l'industrialisation. À part le fait d'influer des financés, ils accompagnent aussi les projets sociaux comme Crédasure. Donc, depuis le début, FPI est sponsor, a toujours été sponsor des Crédasure. Merci pour la confiance et honorable, vous avez la parole. Merci Madame Christelle Michel, présidente du Conseil, présidente du Conseil d'Ensuite. Chers invités, honorable Assemblée, il m'a été demandé d'aborder le thème sur la gouvernance comme pilier de financement
d'attirer les capitaux nécessaires et assurer la viabilité de nos projets, la gouvernance demeure un facteur déterminant. À ce propos, mon intervention va s'articuler sur deux points, à savoir la gouvernance de l'industrialisation, le rôle du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie. Deuxièmement, les actions concrètes menées par le Fonds de promotion de l'industrie et les autres organismes et institutions de la République pour renforcer la gouvernance ou améliorer le climat de l'affaires. Concernant la gouvernance et l'industrialisation, le rôle du conseil d'administration s'articule du fait que la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays en vue de son développement, ça c'est une définition que nous avons tirée de la Banque mondiale, qui définit la gouvernance dans ce sens. En effet, aucun investisseur, qu'il soit national ou étranger, n'attaque durablement ses ressources sans garantie de transparence, de prévisibilité et d'équitabilité. C'est ainsi que la gouvernance entre en jeu, car elle est la capacité des institutions à assurer une gestion saine, à respecter les règles et à protéger les intérêts des parties prenantes. Au sein du Fonds de promotion de l'industrie, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider a fait de la gouvernance une priorité absolue. Concrètement, cela se traduit par le renforcement de la transparence dans l'octroi des financements, le suivi rigoureux et l'évaluation régulière de projets grâce à des missions de visite sur le terrain de projets financés sous l'approbation du Conseil et l'alignement de nos actions sur la bonne pratique de gouvernance. Donc voilà, c'est ce que fait le Conseil d'administration. Il décide l'octroi des financements, il fait le suivi de ces financements pour se rassurer de l'implémentation des projets et aussi des difficultés que rencontrent les promoteurs sur le terrain lorsqu'ils implémentent ces projets. Une gouvernance crédible garantit la pérennité des projets industriels et permet d'en mesurer l'impact réel en termes d'emplois créés, de valeurs ajoutées locales et des substitutions aux importations. Donc, ça cadre avec les conditions que définit le Fonds de promotion de l'industrie. Lorsqu'un promoteur se présente et cherche un financement, il y a des emplois qu'on doit créer, c'est dans les conditions qui sont posées, la valeur ajoutée locale, ainsi que la substitution aux importations. Au lieu que chaque fois les pays importent, nous permettons aux promoteurs locaux, aux entrepreneurs locaux de se substituer aux importations. C'est ce qui s'est fait actuellement. Vous avez suivi la petite vidéo qui a été lancée, ainsi que toutes les actions que nous finançons sur le terrain au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. La lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme à travers le projet de loi modifiant la loi numéro 22, base 068 de décembre 2022, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération d'armes de destruction massive. Ça, c'est des actions que nous menons, je mène principalement en tant qu'actrice politique, parce que je suis au Sénat et j'en ai profité pour voter cette loi-là. La ratification des accords de paix couvrant les secteurs essentiels de la gouvernance publique, l'énergie, nous avons le barrage Minga-3, l'eau potable, la transformation numérique, les infrastructures routières et le développement urbain. Dernièrement, j'ai défendu la loi modifiée pour l'ordonnance loi de 89 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, la loi dite sur les privilèges du Trésor qui renforce les mécanismes de poursuite contre les bénéficiaires de crédits des pays devenus insolvables et ceux de subventions non affectées. Je salue par ailleurs le rôle de partenaires tels que la RAPI, le FOGEC, la MODEC, je vous la MODEC aussi invité ici, ou autres qui contribuent activement à ces thèmes. Enfin, il convient de rappeler que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'amélioration du climat des affaires au cœur de son action, notamment à travers la consolidation de l'indépendance
et messieurs, chers partenaires, décideurs, investisseurs, la gouvernance n'est pas un simple mot à la mode et les socles sur lesquels se construit la confiance. Et donc le financement de notre industrialisation. C'est à cette condition que nous pourrons transformer notre potentiel en prospérité réelle et bâtir une industrie congolaise compétitive, inclusive et durable. Je reste donc à la disposition de ces messieurs et salles qui voudraient peut-être poser la question et savoir beaucoup plus sur ce que fait le FPI en termes de financement ainsi que l'accompagnement de ces financements. Je vous remercie. Merci. Merci l'honorable. Très intéressant parce qu'il y a la plus grande partie du public ici présent est intéressé à investir en Afrique. Mais comment investir en Afrique, surtout dans l'industrialisation? J'ai juste une petite question pour vous. Quelle stratégie le FPI met en place pour attirer et sécuriser les investissements étrangers dans l'industrie locale? Merci pour la question. Les stratégies sont là parce qu'il n'y a pas seulement les conditions qui sont posées, il y a une plus de conditions lorsque l'investisseur étranger accède à ces conditions. Il n'y a pas d'entrave qui soit financé. Parce que je vais vous donner l'exemple, nous avons un groupe aujourd'hui, c'est un groupe des Indiens qu'on appelle le groupe NS, qui a investi à travers le fonds de promotion de l'industrie et qui fait des merveilles. Aujourd'hui, ce groupe produit des câbles. Donc, le Congo, de ce point de vue-là, la République démocratique du Congo importe des câbles électriques, on les achète sur place. Et ce groupe, aujourd'hui, avait même lancé un marché en dollars en Zambie, parce que souvent, c'est en Zambie qu'on allait, on s'est fait beaucoup plus proche, avec lesquels nous partageons les mêmes minéraux que le cuivre. Avant, c'était en dollars ou en Lusaka, et les gens allaient s'approvisionner en câble électrique. Mais c'est le cas aujourd'hui. Ce sont les Anglais qui viennent acheter en République du Congo. C'est pour vous dire que les conditions sont réunies. Nous avons une réglementation, comme le professeur Bach l'a dit, une réglementation qui est propice aux investissements. Donc, il n'y a plus d'entrave que les gens viennent investir au Congo. Les conditions sont là, qui sont appréciables, qui attrayent les investisseurs. C'est question que les investisseurs se présentent au niveau des décideurs et qui posent leurs problèmes. Merci, la question est très claire pour moi. Je vais prendre une seule question du public et je vous informe que l'après-midi, nous avons une session spéciale, toutes les questions dans les différentes salles. Vous avez l'excellence. Bonjour à tous, c'est M. Lobé Pacifique, consul général de la République démocratique du Congo à Anvers. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt pour renchérir les propos de l'honorable, parce que dans cette politique, justement, d'ouverture que notre pays a adoptée, et dans cette politique de la relance du financement de l'investissement au Congo, il y a également un aspect diplomatique très important. Par exemple, au niveau des missions diplomatiques et post-consulaires, nous accompagnons également ceux qui veulent aller investir au pays à travers justement l'allègement, la facilitation des procédures d'octroi de visa pour aller au pays. Et donc ça fait partie justement des mécanismes additionnels à ce qui se passe déjà sur le plan interne. Et donc à ce niveau, nous sommes, disons, l'interface du pays vis-à-vis des investisseurs à travers, comme je viens de le dire, la facilitation des procédures d'octroi de visa et la délivrance aussi des premières informations en collaboration bien évidemment avec les services qui sont déjà au pays. Et donc ça fait partie, comme je l'ai dit dès le départ, d'un bloc des mesures prises par le gouvernement congolais, aussi bien en interne qu'à l'externe. Voilà, c'était la petite précision que je voulais rajouter au propos de l'honorable.
Merci, Excellence, pour la contribution dans cette démarche de facilitation des investisseurs intéressés par la République démocratique du Congo, et merci pour avoir fait confiance à Crédasur pour vous accompagner dans cette mission. Alors, pour la suite, si vous avez peut-être des questions, on a une session spécifique, 3 heures pour des questions. On aura le temps de poser toutes les questions cet après-midi. Donc, on va prendre quelques derniers keynotes, on aura une petite pause, café, et après, on va dans les sessions de travail préparer toutes vos questions pour les intervenants. Ils ont 3 heures. Je vous remercie, honorable, donc très riche intervention. Et je pense que le public là, vous le voyez bien, ils ont beaucoup de questions. Et cet après-midi, vous aurez le temps pour répondre aux questions. Je vais prendre les prochains intervenants. Comme on est du côté RDC, je pense qu'on reste RDC avant de passer au Burundi. Donc je vais prendre Equity. Donc je ne sais pas si M. Hugues est en ligne. Il va nous parler d'Equity BCDC, qui est catalyseur du segment PME en RDC. Donc il nous explique comment Equity joue ses rôles des catalyseurs du segment RDC. M. Hugues, à vous la parole. Bonjour Madame Esther, je ne sais pas si je suis audible. Oui, vous êtes très bien audible. Ok, je vais aussi ouvrir la caméra, comme ça on peut nous voir. Battez la RDC. Arrivez-vous à nous voir, désolé. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Honorable ministre, membres des ambassades, distingués invités, nous sommes en effet honorés d'être ici devant vous. Nous avons eu l'opportunité, le gouverneur de la Banque centrale, Madame Sophie de Lisa et moi-même, Equity BCDC, DGA commercial, d'être en Belgique ce week-end pour des sessions, de très bonnes sessions. Et nous voulons une fois de plus se remercier au nom de l'équipe Equity BCDC basée en RDC. Nous voulons remercier Crédasur pour cette organisation. Alors, je ne prendrai pas trop de temps. Avec moi, j'ai aussi invité M. Steve Zita, qui est notre directeur de tout ce qui est du segment PME pour la République démocratique du Congo. Il pourra peut-être mettre ouvrir aussi sa fenêtre, comme ça on peut le voir aussi. Mais juste en gros, Equity BCDC, je vous épargne un peu l'histoire, mais c'est la plus vieille, nous n'aimons pas dire vieille, mais c'est la banque la plus expérimentée en RDC, ayant vu le jour en 1909 ici en RDC, et ayant traversé, si vous voulez dire, différentes étapes. En tant que d'abord un des lieux primordiaux de la Banque centrale de la RDC du Congo à l'époque, jusqu'à la Banque commerciale du Zaïre, et après, Equity est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, ce que Equity BCDC est aujourd'hui, c'est une fusion, si vous voulez, de 3 idéologies ou bien de 3 banques. La première, c'est une banque kenyane, c'est-à-dire notre maison mère qui est Equity Group Holdings, basée au Kenya, dont l'ADN est réellement les PME. Et c'est cette banque, c'est grâce aux PME au Kenya que Equity Group a pris de l'ampleur et a traversé il y a 40 ans, a été listée il y a 40 ans comme la banque numéro 66 jusqu'à ce jour devenir la banque numéro 2 ou 3 au Kenya, et ce grâce à l'impact de la PME. Donc cette maison mère de Equity BCDC qui est basée au Kenya est d'abord une banque PME. Elle vient en RDC, elle acquiert une banque allemande, Procrédit, qui elle aussi était PME, donc il y a une acquisition qui est faite, et ensemble, les deux banques maintenant viennent, et M. Jean-Claude Chipama qui est là connaît cette histoire très bien, mieux que moi, et la banque, et ensemble ces banques-là sont allées maintenant acquérir, ou bien s'associer à Equity
à BCDC, qui était une banque commerciale. Et donc, ensemble, vous faites la fusion d'une banque qui est purement PME avec une banque qui est commerciale, c'est-à-dire les corporate et PSI. Ensemble, nous attaquons du coup les 4 segments de la population. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée générale de la banque. Comment est-ce que nous positionnons comme catalyseur des PME en RDC? Nous avons une approche délibérée. Nous avons ce que nous appelons Africa Resilience Recovery Plan. Donc c'est un plan de résilience que nous mettons à la portée des pays là où nous œuvrons. En RDC, nous disons que nous avons 6 piliers qui sont des priorités pour nous. L'agriculture est le premier pilier de focus pour Equity BCDC. Et en termes de potentiel, nous disons, et toutes les PME, nous utilisons un secteur de PME, nous disons, les PME sur lesquelles nous avons travaillé devront aussi suivre cette même logique. C'est-à-dire, vous êtes PME, nous vous mettons d'abord dans l'angle de l'agriculture et nous appelons maintenant, que ce soit notre propre capacitation en termes de banque locale, c'est-à-dire ceux que nous avons, nous pouvons financer jusqu'à 600 millions de dollars de projets que nous avons aujourd'hui. Mais là où nous butons, par exemple, à un plus grand montant, nous utilisons la syndication pour justement appeler certains de nos partenaires, soit locaux, ou des partenaires que nous pouvons trouver au niveau du groupe. Le deuxième pilier, je vais aller très vite, c'est tout ce qui a à voir avec les mines. Alors, nous regardons les grosses corporations dans les mines, mais nous regardons aussi l'écosystème qui est sur les mines. Et tous ces écosystèmes-là, nous travaillons, nous regardons justement quels sont les PME qui travaillent dans l'écosystème des mines et comment est-ce que Equity peut offrir des solutions sur mesure. Après les écosystèmes des mines, nous allons dans tout ce qui est logistique et manufacturing, donc tout ce qui est gros travaux. Nous touchons aussi ce secteur et dire comment est-ce que nous allons aller dans cet environnement et offrir des produits en utilisant des fonds de garantie autant locaux, c'est-à-dire par le gouvernement de la RDC, mais aussi d'autres fonds de garantie qui viennent d'outre-mer, notamment African Development Bank, ainsi de suite. Quatrième élément, nous parlons de l'énergie et de l'éducation. C'est entre dates. Juste après, nous attaquons maintenant tout ce qui est à voir avec l'éducation, technologie, éducation et ainsi de suite. Donc les 4 ou 5 premiers ont attrait avec le social, tout ce qui touche le Congolais, lambda, tout ce qui touche la femme et la jeunesse sont des points sur lesquels Equity BCDC se dit nous allons mettre les hommes et les femmes adéquats pour justement trouver des solutions pour ce groupe. Alors, ma petite introduction est là, celle-là. Je vais passer la parole à M. Steve Zida, qui lui est l'expert en PME, pour justement vous donner un peu plus des détails, peut-être quelques statistiques qui pourront édifier cette audience aujourd'hui. Je vous remercie, je passe la parole à M. Zita. M. Zita. Merci M. DGA, et bonjour à tout le monde, très honoré d'être là ici aujourd'hui. Alors, pour ne pas revenir sur ce que M. Effolé a dit, c'est très clair que quand on regarde le cycle économique de la RDC, il y a clairement dans l'ADN de ce que nous faisons, non seulement en RDC, mais aussi avec les CDC, les MPME font partie intégrante de ça et devraient être considérés, le sont déjà, et devraient peut-être un peu plus, être considérés comme le premier vecteur de développement économique. Et nous sommes là justement comme artisans de l'inclusion financière qui, comme l'a dit M. DGA tout à l'heure, nous avons une approche délibérée de ces choses. Et ici, avec Equity BCDC, c'est clair que nous ne voulons rien considérer comme une génération spontanée. Nous le faisons vraiment après une analyse poussée de ces choses. Parce que les chiffres sont là, je pense que tout le monde va vous dire ce qu'ils connaissent, avec environ à peine 7%, moins de 10% de l'intérêt financière bancaire en RDC. La grande partie de la population et donc tous les opérateurs économiques sont encore en train de migrer. C'est notre travail vers les secteurs bancaires. Donc ici, il s'agit pour nous de déjà
identifier tous les segments entre guillemets démographiques de ces personnes qui ont historiquement été laissées pour compte par le secteur bancaire traditionnel et voir comment faire les choses encore une fois de manière délibérée et avancer dans ce sens-là. Ce qui aujourd'hui est une des priorités non seulement du secteur bancaire et financier à la RDC, mais aussi de la grande l'action du gouvernement, de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et nous sommes ici non seulement fiers, mais aussi à la vocation de la faire partie. Donc, encore une fois, merci, M. Follet, pour l'introduction et je vais laisser la parole. Très bien, je pourrais peut-être ajouter deux éléments. Un autre élément, en termes de catégorie, s'il fallait vous donner une catégorisation des produits, par exemple, sur lesquels nous travaillons en termes de PME, nous comprenons vivement l'importance de voir la culture africaine telle qu'elle. Nous copions là où ça marche très bien et nous emmenons cette formule ici en RDC. Un exemple concret, il y a des cantines un peu partout en Afrique et nous remarquons qu'il y a une réelle force dans ce modèle de ce qu'on appelle mass lending, c'est-à-dire de group lending. Nous mettons un groupe de 15, 10, 12 femmes qui se connaissent très bien, qui ont été amis depuis très très longtemps, qui se sont fait confiance depuis longtemps et n'ont jamais eu l'opportunité d'être accueillies dans une banque pour dire venez, nous nous regardons comme une douzaine, pas comme un individu. Mettez vos risques, nous regardons ces 12 femmes et nous les évaluons comme un groupe. Et en fonction de ce groupe, nous octroyons des crédits et ces crédits sont monitorés comme tout autre crédit, sauf que quand il y a des avantages, tout en bénéficie. Quand il y a couac, et ben c'est elles-mêmes parmi elles qui feront de sorte que la personne qui ne paye pas et soit bought out, comme on dit, acheté, de sorte qu'on remplace quelqu'un d'autre qui va maintenir, n'est-ce pas, la confiance de la banque pour pousser ce produit de la banque. Ça, c'est pas un produit. Il y a aussi ce que nous appelons communément aujourd'hui dans le jargon banquier que nous entendons de plus en plus, c'est le social banking. Et le social banking, justement, c'est une agrégation de toutes sortes de tantines, ou bien tantines lookalike, que nous mettons sur pied, sur lesquelles nous travaillons, pour justement aller de tribu en tribu, de région en région, de zone en zone ici en RDC, et comprendre les besoins ancrés dans chaque région, dans chaque communauté, pour justement créer des produits qui donneraient une nouvelle voie à ces communautés. Nous avons, et je vais chuter par là, nous avons récemment visité il y a un village qui s'appelle Kamba, au sud de la RDC, là où il y a la congrégation kimandiste, qui représente plus de 2 millions de personnes, c'est pas plus. Mais cet écosystème-là a travaillé pendant des années, sans crédit per se, mais qui est très très bien développé. Alors, nous les avons approchés pour dire comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous croissiez exponentiellement ce que vous avez. Vous avez toutes les bases, les notions de base de crédit que les banques aiment, sauf que vous êtes dans votre camp et les beurres des banques, plutôt que nous allons vers ce client. Et comme M. Zita l'a dit, dans un pays dans lequel le taux d'inclusion financière ou bien de bancarisation est moins de 10%, vous pouvez imaginer le montant en cash qui reste sous les matelas à ce jour. Et notre goal en tant qu'entité est de vraiment aller sous les matelas et trouver des solutions, sortir cet argent des matelas, des chaussettes, des murs, des caves, ainsi de suite, et de les emmener dans les secteurs formels, dans les banques. Mais on ne peut le faire que quand il y a de la plus-value pour ses clients. Et la plus-value, c'est justement en créant du tailor-made produit pour ces clients qui sont retail aujourd'hui, mais qui deviendront PME dans un futur très proche. Donc voilà un peu, en gros,
un bref aperçu de ce que nous comptons faire, ce que nous faisons déjà et ce dont nous avons hâte de collaborer avec vous pour vraiment propulser ce marché congolais qui est très dynamique. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hugues. Donc, c'était riche. Et j'étais avec vous ici vendredi. Vous avez assisté en présentiel. Et la technologie nous permet aujourd'hui qu'à partir de Kinshasa, vous continuez avec nous jusqu'à la clôture. Alors, vu que vous ne serez pas avec nous cet après-midi pour les échanges, je vais donner l'opportunité au public une seule question. Et pour les autres questions, moi, je vais faire les relais. Donc, je peux transmettre à M. Hugues les autres questions et vous revenir et vous mettre en contact. Une question du public avant de passer aux assurances. Oui, vous allez, monsieur. Merci, c'est Jean-Paul Okoumou, je suis de l'ANADEC, Kinshasa. En question est celle de savoir pourquoi vous n'avez pas l'habitude de travailler directement avec les institutions publiques, exemple FOGEC, pour mettre en place un produit ou ANADEC qui accompagne le PME pour que le PME puisse accéder facilement au financement. J'ai comme l'impression que vous travaillez de manière isolée pendant qu'il y a des institutions qui sont là, qui gèrent le PME au quotidien. Merci. Je vais prendre une partie de la réponse. Merci M. Jean-Paul. Et je vois qu'on s'est vu brièvement à Bruxelles le week-end passé, quand on était là. Je voulais peut-être ajouter un autre élément, que Equity BCDC est la seule banque en RDC aujourd'hui, parmi les 15 ou 16 qui existent aujourd'hui, dans laquelle l'État congolais est actionnaire. Alors, l'ANADEC, ça je sais que vous le saviez, mais juste au cas où nous n'avons pas fait de grands pas pour venir vers vous, pour créer justement ensemble une vision capacité, j'utilise un peu, je pense que c'est une... je ne pourrais pas justifier ce qui s'est passé dans le passé, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Vous avez absolument raison. La banque à elle-même ne peut pas le faire. De toute façon, nous utilisons non seulement la licence bancaire, nous utilisons aussi notre fondation, comme vous le savez. Et ces deux engins nous permettent d'aller vers le client de manière vraiment sensible et comprendre ses réalités. Mais vous qui êtes ANADEC et vous qui comprenez encore mieux ce client, ça va de soi, nous devons le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, croyez-moi, nous allons le faire parce que c'est la seule façon de vraiment faire un grand pont, un grand saut, pardon, vers l'avant pour justement capaciter ce PME. Donc, comptez sur nous pour continuer les collaborations. Je sais qu'il y a déjà des échanges entre nous, mais nous allons vraiment y aboutir parce qu'ensemble, nous pouvons vraiment réaliser ce grand rêve, qui est dans la vision du chef de l'État aussi pour justement capaciter les PME. Donc voilà, je ne sais pas, M. Zita, si vous avez un commentaire ou deux à ajouter à ce que j'ai avancé. Je pense que tout a été dit. Déjà, merci. Et peut-être juste pour monter un petit peu ce que vous avez dit, en rapport avec les institutions de l'État, notamment l'ANADEC, le FOGEC, la FACEM, ainsi que les autres, nous sommes actuellement en parler avec la plupart d'entre elles, histoire de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de cette approche délibérée de faire des choses et nous assurer que tous les acteurs sont impliqués, surtout que toutes les chances sont mises de notre côté pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je peux vous garantir aujourd'hui, j'ai reçu que l'ANADEC, la FACEM, le FOGEC, là maintenant récemment le projet COPA Transform avec des plans, le concours des plans d'affaires des entrepreneurs congolais, nous sommes activement impliqués dans toutes ces démarches et nous délibérément cherchons à impliquer aussi les différents acteurs qui pourraient faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci beaucoup. Merci Equity. Donc, si vous avez des questions,
pouvez contacter TradeAssure. Donc on va servir d'intermédiaire pour vous connecter à Equity avec plaisir. Et voilà, merci Monsieur Hugues pour votre présence, assister à l'ouverture et la clôture de cette activité. Et à très bientôt à Kinshasa dans 3 semaines quand j'y serai. Et nous qui vous remercions. Bonne journée, bonne fin de journée. Merci. Là, on va passer au secteur des assurances. On ne peut pas parler d'investissement, on ne peut pas parler de financement, on ne peut pas parler du commerce extérieur. Dans tout ce que nous avons comme activité, les assurances jouent un rôle clé pour sécuriser, assurer les risques. Je vais donner la parole à Son Excellence Joseph Butor, qui est le secrétaire général de l'ARCA au Burundi, et il fut 2e vice-président de la République du Burundi. Son Excellence, je vous donne la parole pour nous présenter les défis du secteur des assurances au Burundi, qui peut être aussi commun pour l'Afrique, et comment les compagnies d'assurance s'adaptent par rapport à l'atteinte aux attentes de leurs clients. Je vous passe la parole, Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Esther, pour cette occasion. Excellence et honorables mesdames et mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités, pour gagner un peu du temps. Bonjour. Comme Madame Esther l'a dit, je réponds au nom de Joseph Boutoré. Je suis le secrétaire général de la grande délégation et de contrôle de ce du Burundi à Kansigle, au poste que j'ai rejoint en octobre 2020, après avoir servi mon pays dans d'autres sphères, comme Mme Esther vient de le souligner. Bon, bien sûr, d'emblée, je commençais comme l'ont fait les autres intervenants à remercier beaucoup le groupe TradeAssure, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur du temps en français, en commençant par sa présidente et fondatrice, pour Mme Esther, pour l'opportunité que vous avez donnée à la délégation burundaise de découvrir, je dirais presque en direct, l'activité réelle du groupe TradeAssure. C'est vrai qu'on avait entendu parler de vous, on avait échangé à distance, mais on n'avait jamais eu ce moment de voir exactement en quoi consiste l'activité globale, je dirais, du groupe TradeAssure. Et je vous assure, c'est très passionnant, c'est très intéressant pour nous. Alors, parler des défis du secteur de l'assurance Burundi, c'est bien sûr commencer d'abord par une petite adresse historique sur le secteur de l'assurance de notre pays. Et après, je vais évoluer peut-être en combinant avec certains défis, mais en même temps en profiter pour donner les pistes des solutions qui sont en cours et qui sont envisagées sur le moyen terme. Le Burundi, bien sûr, comme vous le savez, c'est ce petit pays qui est situé, logé entre la grande RDC, la grande Tanzanie et le Rwanda au nord, et bien sûr avec une bonne partie du pays qui touche le lac Tanganyika. Le Burundi, c'est 27 834 km². Côté démographie, les derniers chiffres du recensement fait en 2023 indiquent qu'aujourd'hui nous sommes à 13,2 millions d'habitants, et avec une forte composante de jeunes. 41,5% sont âgés de moins de 15 ans, figurez-vous, et une répartition relativement équilibrée entre les sexes, parce que 50,3% sont des femmes. Il y a quelques années, les femmes étaient à 52%. Vous comprenez par là que le Burundi a l'une des densités les plus fortes d'Afrique, 450 habitants par km². Les langues officielles,
français, l'anglais et le Kiswahili qui est légalement reconnu au Burundi comme une langue de communication régionale. C'est inscrit dans la loi portant statut de langue au Burundi. Et pour ceux qui n'ont pas accompli l'occasion de plus au pays, le climat y est équatorial. D'emblée, je peux ajouter. Alors, maintenant, parlons des choses un peu plus intéressantes, à savoir le circuit de l'assurance en sol. Pendant la période coloniale, et post-indépendante, je dirais, l'assurance existait bien sûr, mais elle était pratiquée par des courtiers, des agents courtiers étrangers, et qui représentaient les compagnies internationales. Et le marché, je dirais, était encore embryonnaire et essentiellement tourné vers ce que disait son matériel import-export, donc le commerce international. La première compagnie d'assurance, la première société d'assurance a vu au jour en 1976-1977. C'était la SONABU, Société nationale burundaise d'assurance, qui a été créée comme première société d'assurance de droit burundais. Mais malheureusement, elle a connu rapidement des difficultés et a dû fermer ses portes. Mais en 1977, une autre société a été créée, une société de l'État, la SOKABU, qui existe encore, la société d'assurance du Burundi. Et celle-ci a, bien sûr, comme toute société étatique, des témoins aussi un monopole, pour pratiquer toutes les opérations d'assurance dans le pays. La libéralisation du marché a commencé dans les années 80-90. En 1982, le monopole de la SOKABU est élevé. Et la SONABU tente de revenir, mais malheureusement, on ne peut pas s'adapter de nouveau au contexte du moment. Et rapidement, 83 ferme ses portes pour être liquidé finalement en 1986. La même année, en 1986 donc, nous avons l'Union commerciale d'assurance l'USA qui est créée. Cette société a été créée en partenariat avec une compagnie française. En 1991, il y a deux sociétés qui ont vu le jour, la société du corps et la société Sogea. Après, bon, bien sûr, il y a eu ces parenthèses-là qui tout le monde les connaît parce que de 1990 à 2000, le pays était en instabilité politico-sécuritaire. Mais en 1999, il y a une autre société qui a vu le jour, la société d'assurance et de réassurance locale. Et après, il y a eu aussi un petit moment entre les années 2000 et 2010. En 2010, il y a une société à casquette internationale, Jubilé, qui est s'implantée au Burundi, Jubilé qui est en même temps présente au Kenya, en Tanzanie, Ouganda, Maurice, je crois aussi à l'RDC, mais je ne suis pas sûr. Alors, entre-temps, en 2010 à 2013, côté gouvernement, on s'organisait aussi avec la réglementation et la régulation. Mais c'est vrai, il y avait eu en 2002 un premier texte mettant en place le traité de régulation de l'assurance au Burundi. Mais il faut reconnaître que compte tenu des périodes sombres que le pays traversait, l'opérationnalisation de ce programme n'a pu être possible qu'en 2014, avec la mise en place du premier décret mettant en place la carte, les assainissants, et ainsi de suite. Alors, de 2013 à 2025, nous avons assisté, nous assistons encore, à une consolidation et expansion du marché, côté régulation comme côté entreprise ou société d'assurance. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le marché burundais d'assurance compte 22 compagnies d'assurance. Dimension là, 6 femmes dirigeantes, il y a aussi 6 femmes DG, comme société d'assurance, ça fait 27% pour ceux qui aiment les statistiques. Et 22 sociétés d'assurance, c'est 12 sociétés qui font l'activité non-vie et 10 sociétés
2016, on avait, je crois, utilisé le secteur d'assurance et nombreuses sociétés sont en train de l'être ces dernières années. Alors, parler d'assurance, c'est aussi parler de l'activité de courtage des assurances. Ici, nous avons une trentaine de sociétés de courtage d'assurance et plus de 370 agents en gestion qui, au quotidien, aident les assureurs à distribuer et à vendre les produits d'assurance. Le chiffre d'affaires, il a presque doublé en 5 ans et le taux de pénétration est passé de 0,78% en 2013 jusqu'à peu près 1% aujourd'hui. Bon, ça c'est, comme vous le savez peut-être pour certains, la part du chiffre d'affaires de l'assurance dans le PIB global du pays. La densité d'assurance est en hausse constante et des réformes clés sont introduites comme la fixation des taux minima. Ça c'est à la demande des assureurs. Là, je réponds directement à l'aide des filles qui était sur le marché et la solution qu'on est en train d'apporter à la demande des assureurs. La régulation est intervenue pour mettre en place des taux minimums pour faire que la confiance soit basée sur des critères de qualité et non pas sur des critères de spéculation. Mais là, évidemment, la grande tâche, c'est de continuer à nous impliquer pour que les taux minimums mis en place puissent être respectés par tous les acteurs du marché de l'assurance. Je reviens un peu sur les conditions du chiffre d'affaires pour peut-être un chiffre qui pourrait intéresser les amateurs des mathématiques. Alors, le rapport de la grande délégation de compte d'assurance indique que le chiffre d'affaires cumulé atteint 139,6 milliards de francs burundais, ça c'est rapport de 2024. Et ici, je précise que on ne comptabilise pas les assurances non commerciales, parce que tout ce qui est pension, c'est réglé ailleurs. C'est comme la CAF, ça vient c'était bien en Afrique, où l'autorité de régulation d'assurance est aussi l'autorité de régulation des pensions. Le fonds de pension, ce n'est pas la même chose au Burundi. Le taux de pénétration, je parlais d'après le rapport de 2024, il est à 0,98%, de 98%. Ça veut dire qu'il y a un espace de travail, d'épanouissement qui pourrait intéresser les investisseurs qui comprennent ce que c'est le secteur des assurances, mais qui voudraient le découvrir à travers des risques d'investissement. La densité d'assurance, on est passé de 5 000 francs à peu près en 2020. Aujourd'hui à 11 318, ça se rappelle en 2004, donc on a fait plus que le double. C'est très intéressant, au moment où on sait que la démographie aussi ne cesse la population s'est augmentée, mais on voit que la dépense moyenne par habitant pour l'achat des points d'assurance suit son rythme, ce qui indique quand même que la population est de plus en plus sensibilisée à adhérer au secteur des assurances. Alors, le grand défi, c'est la réassurance. C'est la réassurance parce que le Burundi ne dispose pas, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, d'une compagnie de réassurance. Il y a eu des tentatives qu'on a essayé d'encourager, mais jusqu'à présent, on n'est pas encore là. Donc, ce qui fait que des montants assez importants, collectés comme en termes de primes d'assurance par nos assureurs, sont automatiquement envoyés à l'étranger chez les assureurs qui sont basés dans d'autres pays, comme Africalis, et puis ainsi de suite, Tanzanie, chez Kenya aussi, et qui opèrent sur le marché burundais. Si on avait une compagnie de l'essence sur le marché burundais, ça nous permettrait de garder cet argent, de se passer la situation locale, et d'investir davantage dans le financement de l'économie du pays. Alors, quelques informations sur les opportunités d'investissement. Je reviens sur un cadre légal favorable. Là,
ce qui a été souligné par notre directeur général de l'agence de développement du produit ADP, parce que une société d'assurance État, une compagnie sociale à caractère commercial, il faut d'abord aller à l'ADP pour ouvrir sa société et après venir toquer chez nous au niveau de l'organisation d'assurance. Encore des investissements qui offrent des incitations, des régulations qui met en avant le climat des affaires. En tout cas, mon bureau est toujours ouvert chaque jour pour tout acteur de ces assurances qui a un conseil à demander, une question à poser. On essaie avec notre collaborateur, on essaie de faire que les gens qui sont même pressés, on ne demande pas les audiences, les savons c'est uniquement au secrétariat. C'est quelle question, voilà la réponse, allez continuer à servir le pays, allez continuer à faire vos affaires. Et ça, c'est bien apprécié par les comités des assureurs et les victimes aussi des porteurs de sang, parce que malheureusement, il y en a comme vous le savez. Alors, l'autre élément, c'est que nous essayons de nous aligner au maximum. Nous essayons de nous aligner au maximum sur les pratiques assurantielles de la communauté est-africaine, l'East African Community, où d'ailleurs on se rencontre ce soir avec les délégations de nos collègues de la RDC. Nous essayons de maintenir un dialogue institutionnel permanent entre régulateurs, entre assureurs, entre courtiers, entre investisseurs, et ainsi de suite. Et actuellement, on travaille sur un chantier de digitalisation pour répondre à un autre grand défi du secteur des assurances, la gestion des chiffres. Et on a démarré depuis cette année un chantier de digitalisation et qui, on espère bien, d'ici quelques mois, va nous aider à mieux contrôler, à mieux faire le travail d'inspection pour les chiffres, parce que vous savez, on connaissait déjà le commerçant, et qu'on le veut ou non, il a toujours tendance à cacher quelque chose. Et ce n'est pas toujours facile de vérifier si tu n'es pas bien outillé côté informatique. Alors, nous entendons lentement mais sûrement les chapitres de microassurance et d'assurance agricole avec des grands soutiens côté gouvernement et partenaires locaux et internationaux. Il y a la Banque mondiale qui est présente sur Burundi et qui nous aide. Actuellement, est en train de mener une étude de faisabilité sur l'assurance agricole au Burundi, et dont les résultats sont très attendus par tous les acteurs clés dans ces instances sur le marché burundais. Le troisième grand défi, c'est évidemment la problématique des ressources humaines. Là, je dois l'avouer, et que le pays ne dispose pas encore d'un véritable centre de formation qui produirait des hommes et des femmes, des garçons et des filles de qualité pour être versés directement dans certaines assurances. Mais la solution, on s'est tourné vers le Kenya, avec le Kenya College of Insurance, avec lequel on a déjà signé un mémorandum d'entente. On a déjà commencé à mettre en application. Il y a des semaines de délégation de cette institution aujourd'hui pour déjà passer à la première étape, c'est-à-dire essayer de détecter les besoins en formation professionnelle d'assurance. Et après, on va passer à l'élaboration du programme, et alors passer à la formation proprement dite. On espère qu'ici 6 mois, une année, et ce défi aussi pourra être réglé, ce qui permettrait davantage à encourager les investisseurs intéressés par le marché burundais. Je vous épargne un peu les autres grandes lignes comme d'attractivité en matière d'investissement, parce que ça a été bien développé par mon collègue à l'agence du Burundi ADB. Ça, c'est sur les impôts des sociétés, la TVA, et ainsi de suite. Et enfin, un petit élément sur le rapatriement des dividendes. Parce que je sais qu'il y a des investisseurs étrangers qui sont payés comme or, vous savez, en Afrique et tout ça.
finalisant le quotidien et tu veux passer à gauche à droite, au lieu d'aller tout droit vers les services de l'État. Et ma pratique, mon expérience, c'est que c'est d'abord cette catégorie-là qui a des problèmes. Mais si vous venez de façon claire, vous toquez à la DP, après vous descendez de la régulation, votre capital qui est arrivé à l'OBIS est passé par la Banque centrale et vous travaillez en toute transparence avec l'Office burundais de revenus l'OBER. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour pouvoir rapatrier soit votre capital et vos dividendes. Quand vous passez par les choses qui sont dessus, quand vous laissez à louer, alors c'est quand souvent ça pose des problèmes. Voilà quelques informations qui permettent de susciter des questions dans la salle ou un débat sur cette évolution de science. Et sinon, j'avais considéré le premier programme dans la RDC, j'avais cru qu'on allait faire une partenariat avec mon collègue de la RDC, mais c'est une fois qu'on voit aussi, ça nous fait de pouvoir parler aisément du Burundi, de société de sciences, et bien évidemment d'être à l'écoute de toutes celles et de tous ceux qui seraient intéressés par ce que nous faisons comme métier aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Et oui, c'est vrai que c'était prévu avec voilà, les DG de l'ARCA RDC qui participent aussi toujours à toutes les éditions, mais il a eu un empêchement des dernières minutes. Alors, je vais laisser juste une question au public, vite fait, donc question brève. Alors, avant de passer à la question du public, vous avez parlé du centre de formation, donc en assurance. C'est une très bonne chose parce que je vais donner l'exemple de la RDC. Il y a 2 ans, quand les DG étaient venus ici, que Crédassure a un centre de formation en assurance, risque et finance, les DG avaient promis au public, à l'époque, il n'y avait pas encore de centre de formation agréé par l'autorité de régulation. Alors, pour l'instant, Crédassure est le seul centre de formation agréé par l'autorité de régulation des assurances en RDC. Et nous accompagnons les compagnies d'assurance, les jeunes venant de l'université qui veulent s'initier au métier de l'assurance. Et nous servons pas seulement la RDC, mais l'Afrique. À part les Kenyans, si vous avez besoin de Crédassure, nous sommes là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. C'est une bonne chose d'investir, de former les gens dans les assurances. Et je laisse une question publique. Oui. Vous allez, monsieur. Merci pour ma parole. J'avais juste une petite question en ce qui concerne la faiblesse du taux de pénétration du marché des assurances au Burundi. Je crois qu'il y a quelques années que ce secteur a été régularisé, mais je me rends compte que le taux est encore faible, donc encore environ 1%. Quelles sont les raisons qui expliqueraient cette faiblesse en termes de taux de pénétration du marché des assurances comparé à la RDC qui le secteur a été régularisé en 2015. Donc c'est presque le même niveau de pénétration. Donc je voulais savoir, c'est quoi la raison spécifique en ce qui concerne le secteur des assurances au Burundi? Merci. Bien. Je vais tenter quelques éléments de réponse. Parce que pour les bons connaisseurs de ce secteur, tout ne dépend pas de la régulation. Quand on parle évidemment du taux de pénétration, c'est la part du chiffre d'affaires global des prix d'assurance sur le PIB. Alors, le PIB étant causé par d'autres secteurs qui carrément échappent au contrôle de la régulation des assurances, il arrive que d'autres secteurs avec économiques connaissent plus d'avancées en le chiffre par rapport au secteur burundais. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, pour le cas du Burundi, c'était l'exploitation insuffisante de toutes les opportunités qui sont faites par le Code des Burundais d'assurance. Je dis c'était parce que cette question est partie de la commission.
différentes manières d'essayer, à travers les nombreuses rencontres qu'on fait ensemble, c'est-à-dire l'opérationnalisation des assurances obligatoires. Voilà, Dieu merci que notre ministre des Finances, qui était présent ici à Bruxelles, a compris et nous a donné des facilités pour pouvoir réellement mettre en pratique les 7 assurances obligatoires prévues dans le code de Soumo. Et je vous dis qu'avec le chiffre d'affaires pour l'année 2026, ça va augmenter, ça nous permettra de booster, de faire avancer le taux de pénétration, de dépasser un 1, pourquoi pas ne pas atteindre un 4 et 5 comme le cas du Kenya moyen. Voilà donc pour moi les 2 principaux éléments de réponse que je pourrais apporter à votre. Bien sûr, là, je n'entre pas en profondeur sur le terrain technique, parce qu'il y a. Et quand on compare la liste des produits d'assurance réellement vendus sur le territoire de Burundi, et qu'on compare cette liste aux produits d'assurance vendus dans d'autres pays, bien sûr, il y a une distance à parcourir. Il y a une distance à parcourir, ça se comprend. Les raisons sont dans cette défaillance de côté de qualité de ressources humaines. Il faut des agents en commission plus dynamiques, plus agressifs, les autres bien sûr. C'est ça qui permettrait de combler cette acquis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Très intéressant donc, pour les personnes intéressées à investir dans les assurances au Burundi. Vous verrez son Excellence tantôt, donc après la session, donc la deuxième partie de la journée. Alors, je vais vite passer au prochain keynote, parce qu'à 13h30, on doit avoir notre pause. Je vais passer la parole à Madame Jean-Pierre Tanga, qui va nous parler du premier hub boursier digital vers Afrique-Europe. Je suis intéressée par cette thématique. On a parlé de finances et maintenant